Nous souhaitons enregistrer le meet-up. S'il y a des contre-indications, merci de nous le signaler dans le chat, mais on n'en fera que du usage très professionnel. Bonsoir à tous, François Giraudot. Moi, je suis cofondateur de Suricats Consulting. Je suis très heureux de partager ce soir avec notre partenaire phare, et représenté par Jean-François à côté de moi, ce rendez-vous autour du handicap et du numérique. J'ai pas grand-chose à dire à part qu'on est content et on a préparé ça avec 3 intervenants ce soir. Jean-François qui va démarrer, Claire qui poursuivra sur la proposition de Suricat autour de ces sujets-là. Et on finira avec Christelle Monnier, qui est en ligne, elle, et qui est cofondatrice de Corps Virtua et qui parlera de son témoignage aussi. Alors, donc, je te laisse la parole. Ça marche. Merci, Voilà. merci François. Alors, peut-être pour que vous me voyez aussi, y compris les quelques personnes qui nous ont rejoints dans la salle, c'est pas évident de se retrouver. Mais merci à tous, comme le disait François, d'être présents ce soir. C'est vrai qu'on a travaillé en commun, Phare et Suricat, depuis presque une année, hein, depuis le mois de mars, la première fois on s'est rencontrés, dans l'idée que d'un côté, Suricat avait une expertise sur le digital, les outils numériques, et que nous, on avait une connaissance et une expérience sur l'accompagnement et les situations de handicap des personnes qui étaient concernées par un handicap, et que face à ces outils-là, il fallait peut-être prendre en compte certaines particularités. Donc c'est aussi pour ça qu'on a construit cet atelier, enfin cette présentation, fort de nos expériences partagées. Et merci à Christelle de nous rejoindre avec son exemple. Donc c'est vrai que c'est moi qui commence avec un premier élément pour introduire qui est Phare et qu'est-ce que c'est que le handicap, juste pour reposer le cadre. Phare existe depuis 10 ans. L'objectif pour nous, quand on a créé Phare et encore aujourd'hui, c'est de pouvoir intervenir dans les entreprises pour apporter un éclairage sur ce qu'est le handicap au quotidien et au-delà les autres sujets liés à la diversité et à la différence, à travers soit des formations, des interventions et de l'accompagnement des managers, des ressources humaines, soit à travers du conseil que l'on peut faire également, notamment dans le cadre de l'intégration d'une personne porteur d'un handicap du management au quotidien. Et parfois, comme on l'a fait dernièrement avec des partenariats qu'on a mis en place, notamment avec des sportifs paralympiques, de pouvoir aussi créer l'événement et montrer que handicap et performance, ça veut dire quelque chose et qu'il n'y a pas de problématique à se poser non plus dans le cadre professionnel lorsqu'il faut trouver les solutions de compensation et voir comment on peut faire au quotidien pour prendre en compte le handicap en entreprise ou par rapport à nos outils. Alors, puisque je parle de handicap, juste reposer un petit peu le cadre. C'est vrai que, avec certains d'entre vous, mais aussi ceux qui nous rejoignent à distance, c'est vrai que quand on parle de handicap, on a des idées ou des raccourcis. On se dit, ah bah oui, le handicap, ça se voit bien. En fait, dans 80-85% des situations, le handicap ne se voit pas. Les associations expertes sur ces sujets-là et sur les différentes formes de handicap nous montrent que le handicap, bien souvent, est non visible, que ce n'est pas souvent une situation de naissance, au contraire, dans 85% des cas, le handicap survient dans la vie. Et donc, du coup, il faut un temps pour se soigner, mais aussi un temps pour accepter et puis trouver des solutions pour rebondir, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Le fauteuil roulant n'est pas que la seule source de handicap, hein, ça représente que jamais que 2-3% des personnes porteurs de handicap. Donc tout type de handicap existe, on va y venir. Et comme par exemple le diabète, et quand j'élargis, tout ce qui va toucher aux maladies chroniques. Et donc quand on regarde les logos qui s'affichent à l'écran, on voit bien qu'il y a plein de situations qui peuvent se présenter. Par exemple, la main avec les taches blanches, c'est tout ce qui va relever des allergies. En fait, quand on travaille sur le handicap, eh bien, on pense avant tout à une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, c'est-à-dire qu'on prend en compte le handicap et on le définit aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, qu'une personne subit dans son environnement. Et j'ai mis en rouge le dans son environnement parce que lorsqu'on parle d'une personne en situation de handicap, c'est pas parce que je suis gêné par le terme handicap et que je trouve que la formule situation de handicap est plus facile à utiliser.
mais c'est surtout pour montrer que la notion d'environnement est très importante puisque c'est l'environnement qui a aussi un impact sur la personne par rapport à sa situation de santé. Petit exemple, sans être trop long, j'ai accompagné par le passé un monsieur qui était conducteur d'engin sur des chantiers, quelqu'un qui petit à petit avait développé des problèmes de dos, donc problème de vibration, de résistance au port de charge. Eh bien, une fois qu'il est licencié et que du coup on l'accompagne sur une reconversion, eh bien, il va être embauché par une entreprise qui fait du ramassage scolaire. Eh bien, dans son environnement de travail, dans son nouvel environnement de travail, il n'y aura pas besoin d'aménager le poste de travail. Ce monsieur n'aura plus de problème de vibration, il n'y aura plus de problème de port de charge, hein, il ne soulève pas les gosses pour les mettre dans le bus. Donc, c'est à prendre en compte par rapport au contexte de travail. Et ensuite, dans la définition, eh bien, on retrouve tout ce qui était lié à la santé, c'est-à-dire aussi bien les problèmes moteurs, physiques, mentaux, sensoriels, lorsqu'on est sur des problèmes d'audition ou de vue, la déficience cognitive, lorsqu'on aborde les personnes neuroatypiques, les gens qui ont des troubles 10 par exemple, la dyslexie, etc. Et également tout type de maladies chroniques, notamment les troubles psychiques, les maladies invalidantes, etc. Donc vous voyez, le handicap, c'est avant tout un état de santé qui pose un impact sur la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ce qui est important, et ce sera ma conclusion sur le handicap, c'est de dire que ce qui est important, c'est pas le handicap, c'est pas la pathologie, parce que c'est la vie privée, c'est le secret médical. Ce qui est important, c'est l'impact, c'est-à-dire comment on doit faire tout un chacun au quotidien pour faire en sorte que la situation et les solutions soient compensées et que l'on puisse mettre en place les outils et qui soient utilisables par tous. Or, c'est vrai que quand on parle d'outils, eh bien, avant de parler des outils numériques, je voulais juste vous mettre deux, trois repères par rapport au handicap, notamment le fait qu'on parle quand même de 2,7 millions de personnes qui ont fait la démarche de déclarer leur situation de handicap. C'est quand même 300 000 de plus sur les 6 dernières années. Donc ça veut dire aussi que quelque part, on ose entrer hein, si vous voulez. On ose en parler et ça c'est une bonne chose, c'est de moins en moins tabou. C'est 46% des Français en situation de handicap qui ont plus de 50 ans. Donc ça, c'est en lien avec ce que je disais sur le fait que le handicap, beaucoup survient dans la vie. Une maladie, un accident, également la vieillesse, hein, que ce soit des situations professionnelles ou de la vie quotidienne. Que ce sont 7% des actifs qui sont en situation de handicap dans la population française. Et que parmi cette population d'actifs, eh bien, on a 36% qui ont un niveau supérieur au bac, ce qui est une bonne chose aussi, c'est-à-dire que petit à petit, ça progresse, c'est-à-dire qu'en accompagnant également les enfants en situation de handicap depuis la loi de 2005 dès leur scolarité, eh bien, on amène petit à petit à changer le regard sur le handicap et surtout à amener les personnes à se former. C'est vrai qu'en 2014, c'était seulement un quart de la population en situation de handicap qui avait le niveau bac et plus. Au quotidien professionnel, c'est 34% de personnes à temps partiel, c'est seulement 10% de statut cadre. Quand on regarde avec la population dite ordinaire, générale, eh bien, les temps partiels, c'est la moitié, hein, c'est seulement 17% du tout public. Par contre, les postes cadres, c'est 19% du tout public qui est porteur d'un statut cadre. Voilà. En gros, et je m'arrête là pour les chiffres, hein, c'est de dire qu'à peu près 80% des entreprises emploient au moins une personne en situation de handicap. Donc ça veut dire que cette démarche est quand même prise en compte dans le quotidien des entreprises. Alors moi j'ai l'habitude de voir le côté vert plein, hein, donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est aussi 9% des entreprises qui n'atteignent pas l'obligation et répondent pas à l'obligation qui est fixée par la loi. Mais bon, je ne rentrerai pas dans tout ce débat et dans ce sujet. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est donc les outils, comme je vous disais. Et c'est vrai que le numérique, eh bien, on peut faire un constat comme quoi c'est présent dans nos vies du quotidien, dans toute notre vie d'ailleurs, que ce soit la vie professionnelle, à travers le courrier électronique qu'on utilise, à travers les outils de réalité virtuelle. C'est présent dans la formation, dans les outils de formation que l'on a. Le numérique et tout l'aspect digital est présent aussi dans nos démarches du quotidien, dans nos démarches pratiques, hein, lorsqu'on doit faire des démarches administratives, lorsque les services publics se dématérialisent. Et tout ça, ça nous semble naturel, inéluctable. Le problème, c'est que ce côté naturel et inéluctable l'est pas tellement si on le prend par le prisme des, euh, des, des restrictions ou de l'impact d'une problématique de santé par rapport à l'utilisation de l'outil.
Je vous prends quelques exemples. Si on a une personne qui a un problème moteur, une difficulté de préhension par exemple, bon, ben, l'utilisation d'un clavier, d'une souris, d'un écran va amener des difficultés. Donc forcément, il va falloir trouver des solutions en termes de lecture, de suivi par le mouvement des yeux, d'outils vocaux pour aider à l'usage. Si on regarde avec des personnes qui auraient une déficience sensorielle, bon ben là tout de suite ça nous parle hein, parce qu'effectivement s'il faut écouter une vidéo ça peut être compliqué pour quelqu'un qui a des problèmes d'audition. S'il faut chercher des documents à travers un outil internet, eh bien ça peut être très complexe dès lors qu'il y a des sommaires compliqués ou des images, des choses comme ça et des schémas si on a un problème de vue. Donc il faut trouver d'autres manières de prendre en compte ces situations. Et c'est valable également pour tous les autres types de handicap, y compris lorsqu'on est sur des fragilités psychiques, lorsqu'on est sur des déficiences cognitives, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'apprentissage, à la compréhension. Eh bien derrière, s'il faut lire, s'il faut mémoriser, si ça va amener de la complexité dans la compréhension de l'outil, dans le repérage. Et derrière, eh bien, il va falloir trouver des solutions pour peut-être tutorer, pour accompagner, créer une hotline, etc. pour faire en sorte qu'à travers des outils comme des joysticks ou une tablette, eh bien, les personnes qui ont des difficultés à comprendre ou à intellectualiser le schéma et la recherche d'informations puissent être accompagnées également. Et donc c'est tout ça que va nous présenter Suricat parce que dans leur démarche, il y a la prise en charge et la prise en compte à travers tout leur process de ces situations dites extrêmes ou en tout cas ces situations particulières liées à des difficultés que l'on va rencontrer dans le handicap, mais pas uniquement, hein, que l'on rencontre aussi peut-être dans des publics cibles comme les personnes âgées ou des situations comme ça. En tout cas, nous, au niveau de phare, on a vu qu'on voulait vous faire partager trois exemples qu'on a rencontrés, aussi bien dans le milieu associatif, avec comme par exemple l'association des Mirovolants. Les Mirovolants, c'est une association qui forme des pilotes d'avions, de petits avions de tourisme, d'ULM, de planeurs, des pilotes non-voyants ou malvoyants. Et donc, ils ont fait des démarches avec des ingénieurs pour créer un outil, le Soundflyer, qui va redonner l'information de l'attitude de l'avion et l'aide au pilotage pour des personnes non-voyantes. Un autre outil et d'autres outils qui ont été mis en place, non plus dans le milieu associatif, mais plutôt dans ce qu'on appelle le secteur adapté et tout ce qui va travailler avec le milieu adapté et le milieu protégé, avec l'exemple d'une entreprise qui s'appelle DSI et qui a travaillé sur différents types de handicap, puisque DSI travaille avec des personnes en situation de handicap, pour tout ce qui est par exemple l'appréhension, lorsqu'il y a besoin, face à un handicap moteur, à compenser ça, donc par des dispositifs vocaux ou par des formulaires simplifiés pour que la personne puisse passer et utiliser les outils. Un autre exemple aussi qui me vient, c'est l'utilisation de pictogrammes, notamment par rapport à des difficultés de compréhension. Mais on a aussi des exemples parmi les entreprises dites traditionnelles hein, du secteur du milieu ordinaire, comme par exemple l'exemple qu'on a rencontré dans le groupe Air France, où on a accompagné l'intégration d'un jeune homme sur un contrat en alternance qui avait des troubles de l'élocution. Et donc, par rapport à son métier, eh bien, Air France a également fait un travail, notamment pour lui fournir une tablette, de façon à ce qu'il puisse avoir un outil d'aide à la rédaction, un outil d'aide à l'expression également, pour communiquer et faciliter son travail. Donc, vous voyez bien à travers ces exemples et à travers plein d'autres qu'on va vous donner, que finalement, allier, se préoccuper de nos outils et les mettre en perspective par rapport à des contraintes liées au handicap, eh bien, c'est un bien pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, voire même pour préparer l'avenir. C'est l'exemple de nos zapettes, hein, de nos télécommandes de télévision, où quand dans les années 50, on s'est posé la question pour les personnes à mobilité réduite d'aller changer la chaîne de télé lorsqu'il y a une deuxième chaîne sur la télévision, eh bien, quelqu'un a d'abord inventé une télécommande à fil et puis ensuite à distance. Et aujourd'hui, c'est passé depuis longtemps, c'est passé dans le quotidien de chacun. D'ailleurs, nos télévisions n'ont quasiment plus de boutons. Donc, ça, c'est un exemple aussi pour nous montrer qu'on est dans une perspective à travers ces problématiques à traiter de généralisation et d'adaptation à tous, voire de généralisation.
Et ça passe forcément par peut-être une réflexion qu'on doit avoir, une cartographie qu'on doit mettre en place de nos usages du numérique pour faire en sorte de lever les difficultés et faire en sorte que ça profite à tout un chacun, quelles que soient les situations de handicap, quelles que soient les situations que l'on va rencontrer auprès des utilisateurs. Donc voilà pour l'introduction que je souhaitais partager avec vous sur le handicap et sur les outils. Moi, je propose à Claire de prendre le relais de façon à ce qu'elle puisse vous dire comment Suricat travaille sur cette notion de design inclusif et quel est le process. Voilà, avant de laisser la parole à Claire, peut-être s'il y a une ou deux questions Ah en oui, ligne, bien sûr. euh, vous pouvez ouvrir vos micros. Sinon, on Oui, oui. laisse la parole à Claire. Peut-être des questions sur ce qu'on a dit sur le handicap ou sur les... peut-être un témoignage aussi de personnes qui souhaiteraient euh, expliquer les difficultés qu'elles La peuvent rencontre. rencontrer aussi hein, par rapport à certains outils. S'il n'y a pas de questions Dans la salle non dans la plus. salle. Donc, Bon, ben, du coup, Claire, je te laisse. ouais. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Claire de Poncet, je suis designer chez Suricat. Donc Suricat, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale, comme l'a expliqué tout à l'heure François. Rapidement, pour vous expliquer pourquoi on parle de ce sujet, donc on est aussi une entreprise engagée, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en cours de certification B Corp. Et l'inclusion, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis à peu près 1 an chez Suricat, à la fois en interne sur nos pratiques, et on essaye aussi de le développer pour nos clients, c'est-à-dire de travailler sur des méthodologies autour de l'inclusion, notamment le design inclusif dont je vais vous parler du coup aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le design inclusif? Donc en fait, le design inclusif, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie de conception qui a pour but d'essayer de concevoir des produits et des services qui vont être à la fois utiles et adaptés à tous et qui vont chercher à exclure le moins de personnes possible d'une solution, d'un produit, d'un service, pour prendre en compte du coup l'étendue de la diversité humaine et des usages. Donc quand on parle de design inclusif, on va un petit peu plus loin que juste l'accessibilité, parce que l'accessibilité, on va surtout parler de normes, on va parler de répondre à des sujets notamment de déficience. Quand on parle de design inclusif, on va plus loin et juste pour vous montrer quelques exemples, designer de manière inclusive, c'est bien évidemment prendre en compte le sujet des handicaps, que ce soit le handicap durable, mais aussi tout ce qui va être les handicaps temporaires. Donc par exemple, j'ai un bras dans le plâtre. Des caractéristiques personnelles aussi, donc, comme par exemple les différences d'âge, de poids, de taille, de situation géographique, quelle qu'elle soit. La situation, donc par exemple le fait que dans telle ou telle situation, que je sois à tel endroit, par exemple dans le monde, qu'en extérieur il fasse telle température, très chaud, très froid, c'est des choses qui vont avoir un impact aussi sur le produit ou le service que je vais imaginer. Et le dernier point, c'est aussi les infrastructures, c'est-à-dire que par exemple, je ne vais pas avoir la même application, le même site, enfin, je ne vais pas avoir le même usage que j'utilise par exemple le dernier iPhone ou un Nokia 3310. Donc ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte quand on réfléchit à un produit ou un service par exemple. Donc pourquoi c'est important? Première chose, du coup, ça permet de faciliter et améliorer l'expérience utilisateur pour tous. C'est-à-dire qu'on va le voir, c'est aussi des techniques, des méthodes qui permettent d'avoir une expérience utilisateur qui est la plus optimale et qui aussi n'exclut pas. Donc qui est pour tous, il y a aussi ce sens-là, c'est qui essaye d'être le moins exclusif possible. C'est aussi une source d'innovation. Donc, comme l'a expliqué Jean-François avec l'exemple de la télécommande, on en a beaucoup d'autres d'exemples en fait d'innovations qui ont été imaginées à la base pour des publics cibles. La télécommande, du coup, pour les personnalités, par exemple, les personnes alité, et qui finalement en fait rentrent dans l'usage commun parce que c'est des vraies innovations qui sont utiles et pratiques et très pratiques. C'est aussi une façon de faire et de penser qui permet d'élargir sa cible d'utilisateur. Et dernier point, c'est aussi un sujet pour se mettre en conformité tout simplement avec la loi, parce que comme vous l'avez vu, l'accessibilité, c'est aussi des normes, des obligations légales, donc tout simplement c'est quelque chose à faire. Quelques exemples pour compléter l'exemple de la télécommande. Donc on va avoir aussi les trottoirs bateaux qui, pareil, c'est une invention qui a été faite à la base pour permettre aux personnes en fauteuil rond de passer sur les trottoirs, mais en fait c'est aussi utile si je suis en trottinette, si j'ai une poussette, ou voilà, c'est utile pour tous.
Pareil, le SMS était à la base créé pour les personnes sourdes. Donc en fait, maintenant, on écrit tous des SMS, on a même l'écrit qui parfois remplace de plus en plus l'oral. Et le sous-titrage, pareil. Le sous-titrage, à la base, c'était pour les personnes qui avaient des difficultés, enfin, des personnes potentiellement sourdes ou malentendantes. Et maintenant, c'est aussi utile, tout simplement, si je vais écouter un film en VO et que je parle pas bien anglais, en fait, voilà, le sous-titre m'aide à ça. Donc, juste pour vous donner quelques exemples d'innovation liées au design inclusif. Et maintenant, je vais rentrer sur le cœur du sujet, qui est plutôt la méthode. Donc, quand on parle de design inclusif, en fait, le design inclusif, c'est une méthode qui est très inspirée du design thinking et qu'on va adapter, qu'on va ajuster, auquel on va rajouter des outils. Pour ceux qui ne connaissent pas, le design thinking, c'est une méthodologie créative qui a pour vocation de penser des produits, des services en se centrant sur les vrais besoins des utilisateurs. Et c'est une méthodologie en 5 étapes. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, et de vous montrer quelle est la différence entre le design inclusif et le design thinking. Donc la première étape du design thinking, c'est l'empathie. C'est la période où on va aller à la rencontre des utilisateurs potentiels, on va aller faire des interviews, on va aller faire des focus group, on va aller sur le terrain, faire de l'observation. Et là, durant cette phase, quand on fait du design inclusif, on va chercher à aller pas uniquement regarder la cible prioritaire, mais élargir au maximum pour pouvoir avoir une diversité, pour observer une diversité d'usages beaucoup plus large, pour prendre en compte, par exemple, les usages d'une personne en situation de handicap et voir comment elle traite tel ou tel sujet. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on a réalisé une maison chez Suricats pour un distributeur qui voulait travailler sur son mobilier de vrac. Et durant cette phase d'empathie, on est allé suivre une personne qui fait ses courses avec un enfant en bas âge pour voir comment justement elle essayait d'utiliser le vrac dans une situation contrainte comme le fait d'avoir un enfant dans les bras. Et du coup, ça nous permet d'identifier des choses beaucoup plus fines sur des difficultés potentielles qu'on va derrière utiliser dans les phases suivantes. La deuxième étape, c'est l'étape de définition. C'est là où on pose le problème et la problématique auquel on veut résoudre. Et on a pas mal d'outils durant cette phase-là, notamment un outil qui s'appelle le persona. Le persona, c'est l'archétype, un peu la cible d'utilisateur pour laquelle on va essayer de designer notre produit ou notre service. Et dans le cadre du design inclusif, on utilise ce qu'on appelle des personas extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur le persona un peu de la cible classique moyenne. On va chercher à aller un peu aux extrêmes pour justement élargir notre vision des utilisateurs potentiels de notre service. Donc là, par exemple, sur ce même sujet du vrac, on est allé prendre comme persona une personne âgée qui avait notamment des difficultés de préhension, quelqu'un qui pouvait pas forcément utiliser la force et même pas du tout utiliser la force pour se servir de ce mobilier. Et du coup, durant toute la phase de conception, on s'est dit à chaque fois qu'on essayait de concevoir un meuble ce qui permettrait justement de ne pas utiliser la force. Et c'est du coup l'intérêt de cet outil, c'est de se garder toujours en tête qu'on conçoit aussi pour Josiane, 75 ans, qui a des difficultés de préhension. Et jamais l'oublier. La phase numéro 3, c'est la phase d'idéation. Donc c'est là où on va chercher à avoir un maximum d'idées, de solutions, de propositions. Donc une phase de créativité, durant laquelle on fait souvent des ateliers de créativité. Et là, chez Suricats, on a inventé un outil qui s'appelle les cartes de situation, dans laquelle on a listé toute une série de situations potentielles, comme par exemple, là, vous avez le fait d'avoir des difficultés de préhension, mais ça peut être aussi d'avoir des troubles de l'attention, par exemple, d'être non-binaire, c'est très large. Et en fait, c'est des cartes qu'on va aller piocher pour se poser la question lors des exercices de créativité, comment est-ce que j'adapte ma solution, mon service, mon application, mon site, en fonction de cette situation en particulier. Donc ça permet d'avoir du coup une solution qui a vocation à être plus inclusive parce qu'elle va répondre à tel ou tel critère. La phase numéro 4, c'est la phase de prototype. C'est là où on va rendre concret, on va matérialiser la solution qu'on aura priorisée, qu'elle soit numérique, qu'elle soit physique. Et c'est là qu'on va devoir avoir besoin de commencer à vraiment s'entourer d'experts pour prendre en compte notamment tout ce qui va être autour des normes d'accessibilité, par exemple sur les sujets digitaux, sur la conception de produits ou de services. Et la dernière étape, qui est l'étape vraiment cruciale, c'est l'étape de test. C'est là qu'on va se rendre compte si la solution qu'on a imaginée, qu'on a mise en place, est vraiment inclusive ou non.
Donc, par exemple, quand sur le meuble de vrac, on allait faire les tests, on a réellement testé avec des personnes âgées qui avaient des difficultés, par exemple, avec les mains et qui ne pouvaient pas vraiment utiliser la force, pour s'assurer que ce qu'on avait imaginé fonctionnait bien aussi dans ce cadre-là. Par exemple, quand on développe aussi un site, il y a des lecteurs vocaux. Et c'est absolument essentiel de tester aussi, par exemple, avec des personnes, malvoyantes pour vous tester, par exemple, si le lecteur vocal fonctionne bien, si on a bien mis tous les champs, si on a bien tout codé, par exemple, pour voir si le service est bien inclusif ou non. En ayant du coup un public test beaucoup plus large et en prenant en compte ce critère-là dans le choix des personnes qui vont tester. Donc voilà pour la méthode. Pour terminer, je voulais juste vous partager quelques petits principes clés à retenir sur le design inclusif. La première chose, c'est de vraiment favoriser la simplicité. C'est-à-dire que quand on fait du design inclusif, on va chercher à avoir des codes graphiques simples, connus, pas réinventer la roue, parce qu'en fait, c'est plus simple cognitivement aussi, par exemple, pour des personnes qui ont des troubles de l'attention, des troubles cognitifs. Du coup, on va aussi prioriser les contenus, prioriser les fonctionnalités, toujours dans cette logique de simplicité. Et on va aussi privilégier le pas à pas, c'est-à-dire que, par exemple, on va afficher les informations, le contenu au bon moment, la fonctionnalité au bon moment, pour ne pas avoir notamment de surcharge cognitive. Deuxième principe clé, soigner les mots et les images utilisées. Donc sur le soigner les mots, ce qui est très important, c'est un peu la même idée, c'est faire simple, avoir des mots clairs, directs, des phrases courtes. Et à la fois, on se rend compte que ça, c'est très utile pour les personnes qui, par exemple, ont des troubles cognitifs, mais c'est aussi quelque chose qui est essentiel si on a un public, par exemple, qui ne parle pas très bien français. Et ça va, faciliter, par exemple, la traduction, mais aussi faciliter la compréhension. Et deuxième sujet, soigner les images. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on peut aussi véhiculer beaucoup de biais et beaucoup d'exclusions à travers les images. Donc là, il y a deux solutions potentielles. La première, c'est la diversification. Donc généralement, quand on parle de handicap, on a toujours le même symbole, la même icône, c'est le fauteuil roulant. Là, il y a de plus en plus de boîtes qui proposent des sets d'icônes beaucoup plus larges. Donc là, je crois que c'est Apple ou Facebook, je ne sais plus, qui propose du coup tout un set d'icônes qui va représenter le handicap différemment pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est l'abstraction. Et l'idée de l'abstraction, c'est de se dire que, là, c'est l'exemple d'une assurance qui a fait le choix pour, donc je crois que c'est dans le formulaire du coup de représenter le couple sous forme de brosse à dents dans un verre, plutôt que de mettre en avant une image des icônes qui représentent par exemple un couple hétérosexuel. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir le genre du couple, on a juste besoin de savoir qu'on assure deux personnes. Donc là, pour pas que par exemple des couples homosexuels se sentent exclus, on a choisi de mettre deux brosses à dents qui est en fait une image qui parle à tout le monde. Voilà, juste pour le sujet des images. Et dernier petit point, un des sujets, il y a beaucoup d'exclusion aussi, c'est le sujet des formulaires. Il y a beaucoup de biais dans les formulaires, parce qu'on va demander, en fait, tout simplement, on fait rentrer les gens un peu dans des cases dans le formulaire. Et donc, une des questions à se poser quand on travaille sur ce genre de sujet, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de telle ou telle information? Par exemple, là, on a le cas de Facebook qui a choisi, pour le sujet du genre, qui est un sujet un peu... un très bon exemple de ce sujet, de laisser les personnes choisir leur genre. Est-ce que c'est homme-femme ou est-ce que c'est personnalisé? Si c'est personnalisé, je peux choisir. Ça peut être intéressant de se dire, est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir l'état civil de la personne ou est-ce que je peux laisser un champ libre? Est-ce que je peux laisser d'autres possibilités? Donc voilà pour le dernier point qui était sur les formulaires. Et du coup, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question en ligne. C'était, est-ce que vos cartes de situation sont disponibles quelque part? Pas encore. Mais si ça vous intéresse, on peut peut-être les transmettre un jour, pas tout de suite. Pour encore les retravailler. Il y a que deux, trois petites choses à améliorer. Elles étaient en cours de test, donc elles sont pour l'instant en usage interne, mais si ça vous intéresse, on peut... Laisser l'email et... Voilà. On les transmet pas. C'est en open innovation. C'est de l'open innovation, voilà. Ouais. Quand c'est pour l'inclusion. Y a-t-il d'autres questions? Avant de passer la parole à Christelle, qui est, elle, en ligne, peut-être du coup, il faut que tu libères, toi, ton écran. Oui.
pour laisser la parole à Christelle qui, voilà, on la voit. Bonsoir à tous. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions à l'attention de Claire ou si je peux démarrer, c'est vous qui me dites. Je pense que c'est bon. Ok, super. Alors, désolée d'être pas physiquement avec vous ce soir, mais en tout cas, sachez que voilà, je suis ravie de participer à cet événement. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, moi, je suis Christelle, je suis présidente et cofondatrice de Covirtual Scare. Et donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter notre projet. Et je remercie également Digital 113 de nous accueillir, puisque c'est une structure que je connais très bien. J'y ai été administratrice il y a quelques temps. Là, je n'ai plus beaucoup le temps d'y participer, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie de participer aujourd'hui dans ce cadre. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du cerveau. Alors, comme vous le savez probablement, c'est l'organe humain le plus complexe, mais c'est également l'un des plus fragiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles du cerveau sont une cause sanitaire majeure, puisqu'en Europe, ils affectent environ une personne sur 3 et coûtent 800 milliards d'euros par an. Et parmi ces troubles, nous, on s'est focalisé sur les cérébrolésions, qui regroupent en fait les accidents vasculaires cérébraux ou AVC et les traumatismes crâniens. Alors, quelques chiffres rapidement, je ne vais pas vous abrutir, mais voilà, quelques chiffres pour vous dresser un état des lieux des cérébrolésions en France. Chaque année, ils touchent 280 000 nouveaux patients et coûtent la bagatelle de 10 milliards d'euros. Et ils sont par ailleurs la première cause de handicap acquis. Donc, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, la majorité des handicaps aujourd'hui en France sont invisibles et la très grande majorité sont malheureusement acquis au cours de la vie. Et donc, l'AVC, c'est la première cause de handicap acquis. Donc, les lésions au cerveau, c'est une priorité de santé publique en France. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur l'impact des lésions au cerveau au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des personnes qui ont subi une lésion au cerveau gardent des séquelles importantes, notamment des séquelles cognitives. Toutes les fonctions cognitives sont affectées, que ce soit la mémoire, que ce soit l'attention, que ce soit le langage, que ce soit le repérage visuospatial. Bon, voilà, je vous cite les principales fonctions cognitives affectées. Et au quotidien, ces fonctions cognitives dégradées, ça se traduit par des problèmes de planification, par exemple d'un repas, par une incapacité à se repérer dans l'espace. On a rencontré des gens qui avaient eu un AVC à 40 ans et qui nous disaient moi, je ne suis pas capable de retrouver ma maison dans mon quartier. Et ça peut également se matérialiser par des difficultés à s'exprimer ou à lire des textes simples. Donc voilà, les 3 vignettes que je vous montre là, c'est des exemples. Il y a plein d'autres impacts en termes cognitifs, mais voilà, je vous ai donné 3 cas un peu concrets. Donc l'ensemble de ces troubles entraîne une perte importante d'autonomie chez le patient. Et l'objectif d'une rééducation, c'est-à-dire des médecins et des soignants, c'est de permettre un transfert des acquis dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que les fonctions cognitives travaillées en séance, la mémoire, l'attention, le langage, elles se traduisent par une amélioration des performances en dehors de la séance de rééducation. Autrement dit, qu'un patient qui a subi un AVC soit capable de gérer son budget, pense à aller faire des courses quand son frigo est vide, fasse tourner une machine de linge quand il n'a quasiment plus de sous-vêtements dans son tiroir, ou soit capable d'organiser un déplacement. Et malheureusement, la prise en charge actuelle des patients n'est pas satisfaisante, puisque la rééducation ne permet pas ce transfert. Aujourd'hui, pour résumer, un patient qui réalise pendant 2 mois un exercice type chercher l'intrus deviendra meilleur au fil du temps sur cet exercice chercher l'intrus, mais au quotidien, il ne sera pas plus autonome. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut 3 conditions pour qu'un transfert des acquis se réalise. Il faut que le patient travaille sur des mises en situation réalistes, des choses vraiment, des mises en situation de son quotidien. Il faut personnaliser en temps réel l'activité de rééducation en fonction des réactions du patient. Et il faut une intensivité des soins. Et je ne vais pas parler des concurrents, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais il n'y a aucun concurrent existant qui propose ces 3 conditions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé avec 3 amis orthophonistes et thérapeutes Covirtual Cognition pour optimiser la prise en charge des patients et répondre à ces 3 conditions. Donc, nous, on propose une rééducation immersive, personnalisée et accessible partout et tout le temps. En fait, Covirtual Cognition, c'est une solution numérique de remédiation cognitive composée de 2 interfaces. Le PC que vous voyez sur l'image, c'est l'interface du thérapeute et la tablette, c'est l'interface du patient.
Et le thérapeute, en fait, va proposer des activités de remédiation cognitive à son patient. Ces activités peuvent être en 2D ou en réalité virtuelle pour favoriser un réalisme optimal des mises en situation. Donc, la première condition est remplie, voilà une rééducation immersive. Le thérapeute est en mesure d'adapter la difficulté de l'activité en temps réel en fonction de l'état de son patient. Par exemple, si le patient est fatigué, le thérapeute peut, depuis son poste, introduire de l'aide ou simplifier la consigne. Si au contraire, le patient s'en sort bien, le thérapeute peut le challenger et passer au niveau de difficulté supérieur en introduisant des obstacles. Donc, la deuxième condition est remplie, c'est-à-dire qu'on a une rééducation personnalisée. On peut vraiment, voilà, l'outil numérique n'est pas un frein, on peut vraiment faire la pluie et le beau temps sur ce que vit le patient en temps réel. Et la troisième condition, c'est-à-dire l'intensivité des soins, elle est permise de plusieurs façons. Le thérapeute peut envoyer un protocole d'activité que le patient peut réaliser chez lui entre chaque séance. C'est-à-dire, voilà, le patient peut faire des sortes de devoirs entre chaque séance. Et de plus, les deux interfaces que vous voyez là, elles peuvent fonctionner à distance. C'est-à-dire qu'on peut prendre en charge un patient qui serait à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. On peut organiser du télésoin. Et on prend un patient tout au long de son parcours, que ce soit en hôpital ou en médecine de ville, en séance à domicile. Donc, on a une intensivité des soins en accompagnant le patient partout et tout le temps. Je vais juste vous montrer une petite démo pour que vous compreniez comment fonctionne l'outil. Donc, c'est une démo qui ne durera même pas une minute. Alors, je vous montre ça. Normalement, vous avez le son de votre côté. Est-ce que vous avez le son? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Covirtua Cognition est un support numérique innovant pour la prise en charge d'un patient par son thérapeute. Covirtua Cognition propose notamment des activités fonctionnelles collaboratives. Dans l'activité Les courses, le patient se retrouve dans un supermarché virtuel proposant plus de 300 produits avec leur prix et leur grammage. Il devra y résoudre un scénario proposé par son thérapeute. L'activité exploite les dispositifs de réalité virtuelle type Oculus Rift, mais tourne aussi sur de simples PC ou tablettes. Depuis son poste, le thérapeute pourra suivre la progression de son patient dans le magasin. Il pourra aussi impacter le scénario, par exemple en envoyant des SMS modifiant certaines consignes ou en prenant le contrôle du vendeur pour aider le patient dans sa tâche. Voilà, c'était juste pour vous montrer, voilà, parce que c'est vrai qu'une démo vaut souvent mieux que de longs discours, donc c'était juste voilà, pour vous montrer à quoi ressemble l'outil. Et donc, comme vous l'avez compris, le logiciel fonctionne sur deux interfaces. Une interface pour le thérapeute, une pour le patient. Et nous, on est parti d'un constat simple, c'est que les patients n'ont pas tous les mêmes capacités à utiliser l'outil informatique. Par exemple, un patient peut avoir des troubles locomoteurs et donc peut avoir des difficultés à manier une souris. Un autre peut ne pas supporter le contact physique d'un casque de réalité virtuelle, etc., etc. Donc, on est parti d'un principe simple, c'est que c'est à la technologie de s'adapter au patient et pas l'inverse. Et comme l'explique la vidéo que vous venez de voir, le patient, de son côté, il peut utiliser Covirtua Cognition avec une multitude d'équipements informatiques, que ce soit une tablette, un PC ou un casque de réalité virtuelle. Et le second salarié que nous avons embauché, c'est Quentin, que vous voyez ici, et c'est un docteur en ergonomie spécialiste du handicap. Et son obsession à Quentin, c'est de remonter les besoins et les limitations des utilisateurs, notamment des patients, pour que notre outil ne laisse aucun patient sur le bord de la route. Un exemple, parmi les patients qui ont subi un AVC, environ 20% d'entre eux ont une hémiplégie, c'est-à-dire qu'ils ont une paralysie affectant la moitié du corps. Et malheureusement, certains d'entre eux, une grande partie d'entre eux, ont également une aphasie, c'est-à-dire qu'ils ont une incapacité à s'exprimer à l'oral de façon intelligible. Et donc, Quentin et des partenaires chercheurs réfléchissent à une utilisation optimale de l'eye tracking pour que ces patients-là puissent réaliser les exercices en pointant juste du regard leur écran et donc n'aient pas besoin d'interagir physiquement ou n'aient pas besoin de donner leur réponse à l'oral pour pouvoir utiliser le logiciel. Et Claire a très bien décrit cette démarche de design thinking, donc je ne reviendrai pas dessus, mais voilà, on a vraiment ça chevillé au corps, c'est de se dire, on s'adresse à des gens qui ont déjà des soucis au quotidien, le but c'est que l'outil informatique soit pas une contrainte de plus, soit pas un stress de plus. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de se dire, on met la technologie au service du patient et pas l'inverse. Et pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en créant Covirtua, on a rencontré pas mal de familles et de patients qui nous ont fait part de leur intérêt pour le produit.
Et aujourd'hui, notre ambition est beaucoup plus large que celle qu'on avait envisagée initialement en termes de population visée et de champ d'application. En termes de population, on est aujourd'hui sollicité pour aider non plus seulement des patients qui ont eu des lésions au cerveau, mais également des patients en santé mentale, par exemple des patients souffrant de schizophrénie ou des personnes âgées souffrant de troubles neurodégénératifs. Et en termes de champ d'application, on souhaite accompagner une personne tout au long de son parcours de vie, c'est-à-dire que ce soit dans la prise en charge médicale ou pour sa réinsertion socio-professionnelle. Et je vais vous montrer une deuxième petite vidéo, pareil, qui dure 1 minute et qui vous montre ce que notre socle technologique est capable de proposer comme formation professionnelle justement pour aider ces personnes-là. Alors voilà, je vous montre juste la deuxième vidéo. Voilà. Alors, juste en intro, c'est une vidéo qu'on a réalisée, c'est un POC qu'on a réalisé avec PSA, donc avec le groupe PSA, le groupe automobile et le groupe A-System. Le but, c'est d'aider un individu à faire des tâches à avoir des différentes étapes dans une opération de montage d'un moteur. C'était un moteur je crois que c'était une DS. Et donc, c'est de l'aider à être autonome au quotidien dans son poste à la chaîne. Comme dans le logiciel Covirtua, il y a une double interface. Là, pareil, il y a une interface élève d'un côté, formateur de l'autre. Et alors, on ne voit pas très bien, désolé, je ne sais pas pourquoi la qualité d'image est si mauvaise. Et le formateur peut vraiment en temps réel aider l'élève ou au contraire le perturber. Là, vous voyez, si l'élève ne se souvient pas bien de l'étape qu'il fallait réaliser, le formateur peut introduire un indicage, c'est-à-dire il peut lui dire, voilà, il faut faire cette étape-là, si jamais tu ne t'en souviens pas, il faut faire cette étape-là, et on indique voilà, où est la pièce à insérer. Si vraiment voilà, l'élève ne voit pas bien, on peut indiquer vraiment où est l'opération à réaliser en mettant vraiment un pointage sur la pièce qu'il faut voir. Et on peut au contraire le perturber en mettant, je ne sais pas, un incident comme un début d'incendie sur la chaîne, en mettant une vitesse de convoyage, c'est-à-dire voilà, c'est l'élément sur lequel est le moteur qui peut aller plus ou moins vite. Donc voilà, on peut vraiment adapter la mise en situation pour aider l'élève tout au long de sa progression. Voilà, bon, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Je reviens sur la présentation. Et donc, voilà, notre objectif, c'est de travailler aujourd'hui aussi bien avec des établissements de santé que des centres de réadaptation. On est notamment en lien avec le plus grand centre de réadaptation de France, le centre de Mulhouse, qui souhaite voilà, que des patients qui ont eu des accidents, des personnes qui ont des accidents de la vie comme une lésion au cerveau, on les accompagne au tout départ en hôpital et qu'ensuite on les aide à avoir une utilité dans la communauté, de pouvoir trouver sa place dans notre société. Donc je vous remercie et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Il y en a eu quelques-unes dans le chat. Thierry, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, en fait, c'était ma question, c'était un peu pour faire le lien justement avec la présentation précédente. Je crois que vous avez répondu un peu au fur et à mesure. Ma question, c'était est-ce que vous avez conçu le logiciel avec des patients et des professionnels de santé? Vous avez parlé tout à l'heure d'un ergonome. Et puis ma deuxième, c'était du coup comment ça évolue pour effectivement intégrer peut-être les retours du terrain, quoi. Alors, on a créé le logiciel avec 3 thérapeutes et avec également des associations de patients. Et aujourd'hui, en fait, notre logiciel est utilisé dans une quarantaine d'établissements de santé, notamment au CHU de Toulouse, aux Hospices civils de Lyon, aux APHP, donc par exemple à la Pitié-Salpêtrière.
Et en fait, nos exercices sont créés vraiment en collaboration avec des cliniciens. C'est-à-dire, nous, on part du principe qu'il faut partir des besoins du terrain. Et donc, on crée ces activités main dans la main avec les cliniciens et avec les patients. Je vous donne l'exemple d'un exercice sur lequel on est en train de travailler actuellement, c'est la gestion d'un pilulier. Et cet exercice-là, on le développe avec les équipes du professeur Sophie Courtois, au Hospice Civil de Lyon. Et donc, c'est avec des ergothérapeutes, des orthophonistes et des neuropsychologues qu'on crée ce type d'activité. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, très bien, merci. Avec plaisir. Je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat, alors je vais regarder. Si, avec Claire qui en avait posé certaines. Non. Ah, c'est pas toi? Non. Ah, pardon, excusez-moi, je ne pensais pas qu'il y avait deux Claire. Participants. Je ne sais pas si Claire participante veut prendre. Oui, je veux bien poser mes questions. Du coup, je voulais savoir par rapport aux patients qui souvent c'est associé à l'AVC, qui auraient une négligence spatiale unilatérale, comment est-ce que l'adaptation, comment est-ce que l'utilisation de ce logiciel, de ce dispositif pourrait être adaptée pour rééduquer cette partie-là? Ah bah c'est rigolo que vous parlez de ça. On a déjà des activités de rééducation qui prennent en charge la NSU, donc la négligence unilatérale spatiale, avec notamment des indissages à gauche de l'écran pour inciter le patient à regarder à gauche de l'écran. Et on commence des projets de recherche sur non plus être seulement un outil de rééducation, c'est-à-dire un dispositif médical de classe 1, mais on vise à être un outil d'évaluation normée, c'est-à-dire être un outil d'aide au diagnostic. Et parmi les 3 projets de recherche qu'on a entamés, il y a notamment un outil d'évaluation de la négligence qu'on est en train de mener avec différents cliniciens et chercheurs en France et à l'étranger. Mais voilà, on a déjà dans notre outil, par exemple, je vais vous donner un exemple, on a un exercice où un patient doit conduire une voiture en ville. Il peut conduire cette voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un casque de réalité virtuelle, avec une tablette ou avec un PC. Et quand c'est avec un casque de réalité virtuelle, dans l'historique des résultats, il y a le nombre de fautes, c'est-à-dire le nombre de fois où un patient a grillé un feu ou a grillé un stop ou est rentré dans un véhicule. Et on indique également le nombre d'erreurs à gauche, puisque voilà, comme on sait que dans le cas d'une négligence, c'est souvent le champ visuel, enfin c'est le champ visuel gauche qui est affecté. On compte aussi les erreurs qui venaient de cette partie-là du champ visuel. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'avais rapidement une autre question aussi, c'est est-ce qu'il faut une formation pour utiliser en tant que thérapeute ce dispositif? Alors, en rééducation neurologique, c'est-à-dire avec des patients qui ont eu un AVC, les professionnels qui utilisent l'outil ont les compétences, c'est-à-dire ce sont des ergothérapeutes, orthophonistes et neuropsychologues, et souvent ils savent utiliser l'outil. En santé mentale, alors, on a un peu moins de recul parce que on est contacté depuis plus récemment par des médecins psychiatres. On adresse également une autre profession qui sont les infirmiers. Et là, certains ont eu des formations en remédiation cognitive et ils savent utiliser l'outil. Et d'autres ont, on va dire, un bagage un peu plus léger. Dans ces cas-là, il faut les former, pas tellement sur quoi je clique et comment j'utilise tel ou tel exercice, mais quel exercice je propose à mon patient pour arriver à tel objectif. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, merci. Mais du coup, par rapport au travail de l'ergothérapeute, ça viendrait en complémentarité par rapport au travail de l'ergothérapeute? Oui, c'est ça. Oui, ça vient en fait, chaque profession a son angle d'approche et parfois va utiliser le même exercice, mais avec une approche différente. Alors, je ne sais pas quelle est votre profession, mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous faire une démo ultérieurement. Voilà, si vous voulez qu'on rentre dans les détails thérapeutiques, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'on est peut-être au bout des questions. Voilà. Sauf si d'autres personnes ont des questions par oral. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, parce que du coup, on voit bien à travers toute la démarche de construction de votre outil, même s'il part sur une logique au départ qui est essentiellement une logique de rééducation et de réponse à des problématiques de patients, qu'en fait, la démarche, elle est semblable à ce qu'a montré aussi Claire sur
Le fait de se dire il faut prendre en compte les spécificités de chacun pour que l'outil soit opérationnel pour le plus grand nombre, quoi. Oui, par exemple, on a un exercice, alors je ne vais je vais pas embêter les gens avec ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un exercice qui aide un patient à concevoir un itinéraire pour répondre à une consigne. La consigne, ça peut être vous êtes à un point A, il faut se rendre à un point B, quel itinéraire on prend, est-ce qu'on y va à pied, est-ce qu'on prend le bus, quelle stratégie on élabore. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est contacté par Pôle emploi qui nous dit, mais ce n'est pas forcément des patients, des personnes handicapées qui ont des problèmes à concevoir des itinéraires. On reçoit beaucoup de gens qui pourraient avoir l'intérêt d'utiliser ce type d'outils. Donc, vous avez raison. Voilà, le champ n'est pas seulement un champ de rééducation, ça peut être beaucoup plus large parce qu'on peut avoir des difficultés au quotidien à gérer un budget, à se dire quelle route je prends pour aller à tel ou tel endroit. Donc, oui, c'est un peu plus large que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est super. Merci. Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on arrive au bout. Ouais. Je tenais à remercier nos trois intervenants et Digital Centras qui nous a accueillis. Merci. Il y aura plein d'informations sur tout ce qu'on a dit sur notre site. Donc, pas de problème pour... Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à poser des questions dans le chat. Et c'est enregistré, donc ça sera diffusé, je pense, à travers notre site aussi pour revoir les informations qui vous seront utiles. Du coup, bonne soirée à tous. Ouais, merci beaucoup à tous les gens qui se sont connectés, qui ont participé, et aux quelques questions également qui ont été posées. Voilà. Et si vous avez des questions plus individuelles aussi, n'hésitez pas à nous contacter chez Suricat comme chez Phare. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup aussi, Christelle Monnier. Merci. Merci. Au revoir. Bonne continuation à tous.